Bonjour à tous, Denis Lemierre pour Cinémaniacs avec The One and Only Martin Albert. Martin Albert qui est notre source d'inspiration, notre connaisseur de l'univers de Gene Roddenberry. Star Trek. Live long and prosper, longue vie et prospérité. Aujourd'hui, on parle du coffret de la saison 1 pour Star Trek Strange New Worlds. Mais l'édition, on va montrer à l'intérieur pour faire la différence, c'est l'édition 4K. C'est la seule différence qu'on va avoir entre le coffret Blu-ray et le coffret 4K. Différence physique. Ouais. C'est le disque dedans parce que le disque, ils sont pareils. Oui, c'est le même boîtier. C'est le même boîtier parce qu'ils ont pris la peine de... où ils ont omis, mais le Blu-ray n'a pas de logo Blu-ray dessus. Donc, pour le Steelbook 4K, ils ont juste repris le même boîtier. Puis, il n'y a pas d'inscription 4K dessus. Fait que c'est même boîtier. Tu sais quoi, je trouve ça intelligent qu'ils aient fait ça. C'est une façon de pouvoir prendre un coût de production moindre. Moindre, c'est ça, pour deux différents produits, mais qui sont très similaires quand même. Là. Fait que Martin, de un, j'aimerais ça que tu nous parles de c'est quoi, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu notre vidéo par rapport à l'édition Blu-ray, mais que tu nous parles un peu de c'est quoi Star Trek Strange New Worlds, puis après ça, nous parler un peu de la différence entre l'édition Blu-ray et l'édition 4K Ultra HD. Fait que Star Trek Strange New Worlds saison 1. Strange New World, c'est une série que j'avais zéro attente après parce que c'est sorti de nulle part. C'était un épisode de Discovery qui avait besoin de l'Enterprise. Et l'Enterprise de cette époque-là, c'était avant Kirk. Oui. Et puis, ça se passe à peu près 6 ans avant la série originale. Celle avec qu'on connaît tous avec McCoy, Kirk, Spock, Uhura. C'est l'équipe originale. C'est ça. Ça se passe 6 ans avant. Et on a Uhura, qui est une cadette sur le vaisseau. Donc, elle est là déjà, elle. Elle est là. Elle sort tout frais de l'Académie Starfleet. OK. Puis quand elle arrive sur le vaisseau, la première affaire que le capitaine dit, il dit « Ah oui, la prodigée. Le prodigy. Ah! La prodige. » OK. Parce qu'elle est multilingue, elle est capable de traduire plein de langues, tout ça, déjà en sortant de l'académie. C'est une de ses forces. Elle écoute une langue et est capable de comprendre ou d'analyser ou de vite traduire. C'est une linguiste, mais à l'extrême. OK. Bon, on a Spock qui est là, qui est du voyage. Déjà, on ne sait pas quand est-ce que lui puis Captain Pike, qui était avant Kirk, qu'on a vu dans la série originale, le premier épisode, La Ménagerie. Mm-hmm. C'est lui qui est en chaise roulante avec la lumière qui dit oui, non. Il y a des ménageries puis de Cage, non? Qui sont pas comme avec Captain Pike? C'est ça. OK. Avec Number One, qui est une femme qui avait été coupée complètement du rôle. Il n'y avait plus de Number One dans la série originale. Fait que là, on a le personnage de Kirk, Spock, Uhura, Captain Pike. On a un Number One qui était dans Cage. Qui est joué par Rebecca Roman, qui était justement l'actrice qui a été personnifiée la première mystique dans les films d'X-Men. Donc, elle a déjà du bagage d'expérience pour l'acting. C'est ça. Il y a Lan Noonien Singh, qui est comme la chef de la sécurité. Pour ceux qui sont vraiment fans de Star Trek, Noonien Singh, c'est le nom de famille de Khan dans Star Trek 2. Oh, OK. Fait que ça change la dynamique du personnage. Khan, qui est un personnage mythique qui a été joué par Ricardo Montalban dans La Revanche de Khan, qui a été rejoué après ça dans le Into Darkness par Benedict Cumberbatch. Puis là, tu dis qu'elle est une descendante génétique de cette... parce que Khan, là, ça se trouve être comme dans le futur. Oui. Star Trek 2 est dans le futur de cette série-là. OK. Mais elle est descendante de ceux qui ont été modifiés génétiquement. OK. Là, c'est pas tout à fait expliqué de quel point de vue qu'elle est descendante, mais le monde, comme au début de la série, avant qu'elle la connaisse, il s'en éloigne un peu parce que c'est la modification génétique, c'est interdit contre la loi de Starfleet. Il n'y a personne qui est modifié génétiquement peut faire partie de Starfleet, mais elle peut, parce que c'est pas de sa faute, c'est née de même. OK.
On a le docteur Joseph Menga. Memga, je ne sais pas comment dire ça. Où tu vois le nom, là? Menga. Mbenga. Mbenga, ouais. Oui. C'est le chef médecin. OK. Puis lui, il a un gros problème, c'est que Acteur afro-américain, ça. C'est Ouais. ça, ouais. Lui, il a un gros problème. Sa fille, elle a une maladie incurable, puis OK. il la garde dans le transporteur, dans le buffer du transporteur, parce que tant qu'elle est là, elle ne vieillit pas, sa maladie avance pas. OK. Fait qu'elle la garde là, mais personne ne le sait. La maladie qu'elle a, c'est ça. Ils ne savent pas que sa fille est cachée là. Ah, OK. On a Kirk, mais pas James T. Kirk. On a Samuel Kirk, son grand frère. Qu'on a vu un petit moment dans Star Trek de 2009, lorsque James Kirk, lorsqu'il est garçon, il vole la voiture de son beau-père, il croise son frère qui est sur le bord de la route. C'est le seul moment qu'on a pu voir physiquement son frère. Là. Puis là, tu dis qu'il est là-dedans. Là, il est là-dedans. Il est un nouveau lieutenant, puis il abuse un peu de son titre. C'est comme, hey, je suis lieutenant, je suis capable d'en faire. Là. OK. Puis tu as Hammer, c'est le mécanicien en chef de l'Enterprise. OK. Mais son but dans la vie, c'est de tout réparer, même les gens. Même les gens. C'est ça. Il voit quelqu'un qui, comme dans la série, Uhura n'a pas confiance en elle. Puis lui, il veut réparer ça. Il montrer qu'il faut faire confiance aux gens. OK, psychologiquement, puis Ouais. mécaniquement avec tout ce qui est technologie. Ça. OK. C'est un gars, c'est un Geordie LaForge du temps qui se met la main dedans puis c'est réparé. Là. OK. Puis, c'est lui qui a les idées technologiques, on va dire, dans la série. OK, fait que ça, c'est le staff principal. Le staff principal. Il y a comme quoi, 7 personnages? C'est ça, habituellement, c'est ça pour une série, là, 7 personnages. C'est ça, il y a un autre, j'ai oublié. J'ai oublié dans la liste, là, mais ça tombe, c'est un de mes personnages préférés. OK. C'est pris pour acquis. C'est la pilote du vaisseau, puis c'est une tassez-vous de là, moi j'arrive, là, puis au diable, la sécurité, moi je sais que si je passe là, ça marche. C'est celle qu'on voit dans le look, elle a les rasé, cheveux tout rasés côté. Ouais, OK. Vraiment un bon personnage. OK. Je sais pas Tu te pourquoi j'ai rappelles-tu oublié. du nom du personnage? Ah non. Ah, OK. Blanc de mémoire solide. C'est son personnage préféré. C'est ça, oui. OK. Fait Et que là, cette saison-là, en réalité, il se passe quoi en gros là-dedans? cette saison-là, tu n'as pas d'épisodes qui font un arc. Là. OK. L'arc, c'est qu'on connaît les personnages. D'habitude, les premières saisons des séries, on ne sait pas trop les personnages. Ils vaguent sur une personnalité de 2 dimensions. Mais là, il y a vraiment on les connaît, on voit leur personnalité. Comme Captain Pike, c'est un gars que lui, son but, c'est que son équipage soit serré. OK. Il les invite tout le temps dans sa chambre, dans ses quartiers. Mais ses quartiers, ça a l'air d'un bistrot, là. Puis il y a un foyer, puis il fait de la bouffe. Il y a quelqu'un qui vient, il y a toujours de la bouffe en train de se faire parce qu'il veut que tout le monde puisse se sentir comme une famille. OK. Mais il y a un côté... si je peux me permettre de te demander, il me semble que là-dedans, il est conscient du moment où il va mourir, fait que ça agit sur sa façon d'agir. Oui. Discovery, dans les quelques épisodes de Discovery que l'Enterprise est là, Pike il se retrouve dans comme une cathédrale sur une autre planète. Puis dans cette cathédrale-là, tu peux voir ton futur, comment que tu vas mourir, à quelle heure, quel moment. OK. Puis pourquoi. Puis il veut pas retourner dans l'espace, puis il étire son moment de retourner dans l'espace jusqu'à temps que sa number one soit capturée. Ouais, ça commence comme ça, c'est l'épisode 1. Là. On le voyait dans sa petite maison, son ranch. Avec la grosse barbe. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça y prend tout. Il faut qu'il le force, je pense. C'est comme c'est direct. C'est ta responsabilité, puis c'était ordonné par Starfleet de retourner. Tu n'as pas le choix. Là. C'est ça. Puis le Pike, il sait le moment qu'il va mourir avec qui. Et puis, quel moment? Fait que toutes ces actions, lui, je l'ai vu mourir avec moi, je vais m'arranger qu'il ne soit pas là. Puis, jusqu'au moment qu'il se rend compte qu'il va empêcher des gens d'avoir une opportunité d'emploi, de mission,
parce qu'il ne veut pas les mettre dans le trouble. Il essaie de changer le cours de l'histoire, mais Exactement. qui devrait être comme impossible, c'est ça? C'est ça. OK. Puis il y a Spock qui lui parle franchement, puis il dit, gars, si c'est ça que tu as vu, que c'était ta mort dans cet endroit-là, ça va être ça, peu importe ce que tu vas faire. C'est la logique. C'est la logique. Logique, OK. It's logic. Ouais. Puis, parlant de Spock, Spock a beaucoup de misère là-dedans. Il y a un triangle amoureux. On voit sa blonde Vulcain. Vulcain, Ouais. puis il y a une petite amourette avec Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est une Germaine, sa femme? C'est elle qui fait la proposition de mariage au début? Ben, c'est Vulcain. C'est elle qui veut tout gérer? Puis... C'est Vulcain. OK. C'est la logique Vulcain qui est en cours, sauf que il y a des petites affaires que les vrais fans, là, ils vont dire « Ah, c'est pas correct parce qu'ils s'embrassent en public. » Puis les Vulcains, les émotions en public, c'est non. OK. Mais pour une Vulcaine qui n'est pas supposée d'avoir d'émotions, elle est pas mal frustrée. La frustration ne doit pas être une émotion pour eux autres. Là. Mariage de Spock et de Karen. C'est ça. Mais l'infirmière Chapel, elle l'intéresse pas mal. Puis elle dit « Ah, c'est ton côté humain qui est attiré par moi. » Mais il y a beaucoup de misère avec ses émotions parce qu'il dit un Vulcain ne devrait pas faire ça. Puis elle n'arrête pas de dire ben c'est ton côté humain qui sort. Puis non, non, non. Puis c'est pas le Spock qu'on connaît, c'est le Spock qui est encore en train de. Oui, il peut être différent parce que c'est avant et il va devenir ce que le Leonard Nimoy a personnifié à l'écran. Exactement. OK. Parfait. Mais c'est le même personnage. On n'est C'est pas dans un univers le même parallèle. personnage, sa même façon de raisonner qui écœure le monde. Là, OK. Je ne peux pas faire ça parce que la logique me dit telle affaire. Mais d'après toi, là, si je veux juste comme faire une parenthèse, mettons que tu vois à moyen ou long terme cette série-là, vu que ça se passe juste quelques années avant la série originale, est-ce que tu penses que leur plan, c'est d'arrêter juste avant Moi, je pense qu'il va y l'arrivée avoir de 6 Kirk? saisons. Ouais, de quoi comme ça, ouais, c'est ça. Ou tu penses que si ça fonctionne bien, qu'ils vont dire tout simplement, ben, on continue et on reboot l'équipe originale avec cette équipe-là en faisant un peu comme les meilleurs épisodes de la série originale, mais avec ce staff-là. Je sais pas. Ouais, ça pourrait être intéressant. Ben, il y a déjà, il y a un épisode qui s'appelle Quality of Mercy. C'est quasiment du copier-coller de la Balance of Terror. Okay. Mais au lieu d'être des Romuliens, c'est des Gorn. Les Gorn, tu sais, c'est. Les lézards. Les lézards, là, que Kirk s'est battu sur une planète avec en les faisant roches. les roches. Ben là, les Gorn, dans cette série-là, ils ont l'air plus de aliens mélangés avec prédateurs. Là. Tu sais, il a l'air d'un alien, puis quand il regarde le monde, tu vois l'infrarouge comme les. Gage, j'ai trouvé ça sérieusement poche. Là. Ouais, parce que là, tu fais comme, OK, on a vu ça ailleurs. On a vu ça ailleurs. Ouais, OK. Bon. Moi, j'ai dit, c'est comme Alien. Si je le dis, moi, c'est sûr que tout le monde va le dire. Fait que là, tu as 3 disques. Oui. Puis il y a combien d'épisodes là-dessus? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Et après ça, fait que 12 épisodes, ça se peut-tu? Ouais. 12 épisodes et des suppléments. C'est le fun parce que même les suppléments sont en 4K, ça veut dire. Ils sont tous sur du 4K. Il y a des affaires que c'est en HD. Il y en a que c'est. Il y a un des documentaires, c'est Pike. Ben, l'acteur qui fait Pike, là, il filme ses journées. OK. Puis ils font un montage. C'est vraiment sa caméra, son téléphone. Fait que son téléphone, il est peut-être 4K. Là. Ça se peut, la qualité est très bonne. Puis ils nous amènent là. Ils ont fait un documentaire sur Discovery pour leur nouvel écran LED là, pour faire des backgrounds. Là. OK. Au lieu d'avoir un blue screen, c'est vraiment des écrans LED. Ouais, Mandalorian a commencé ça, ils l'ont popularisé. Puis là, dans ça, lui, il a sa caméra, puis il nous amène en arrière de tout le gros setup que c'est des échafauds, là, puis puis là, lui, il est là, puis il nous jase en arrière de ça, puis on voit tous les fils. Mais je pense que c'est ça, c'est que ça permet de pouvoir mettre l'immersion totale. C'est pas un écran vert, fait que ça l'aide les acteurs à savoir où regarder puis comprendre ce qu'ils font dans l'environnement. Mais aussi, c'est du parallaxe par rapport à la caméra. Fait que si t'es comme pas si t'es dans le même sens que la caméra, tu vois, ça fait du sens, mais
quand tu es de l'autre côté, l'image est comme. Ouais, parce que À- faut que l'acteur soit placé par l'arrière-plan. Voyons. Il y a un lien entre la caméra, l'endroit où l'acteur est placé et le visuel présenté sur ces c'est ça. écrans-là. Fait que c'est pas important ce que l'acteur voit, c'est la caméra, faut qu'elle soit capable de voir La- l'emplacement. Fait que la- mais en même temps, l'acteur voit quand même à quelque part où ce qu'il est. Là. c'est ça. Puis la qualité est vraiment une coche au-dessus, mais tu vois, des fois, ça a l'air synthétique, les environnements. OK? Mais c'est vraiment. Tu sais, quand ils font des montagnes, puis tu vois les montagnes en pu finir, puis que ça suit l'angle de caméra, là, que les acteurs réagissent. C'est que ça fait du beau contenu télévisuel. Mhm. C'est pas un budget de film, mais on n'est pas loin de représenter de quoi qui est assez immersif pour la télé. Là. On n'est plus avec des arrière-plans en rideau peinturé C'est ça. ou en carton. Là. C'est quand même différent. Ou des films projetés en arrière du char, que le gars fait semblant de conduire. Là. C'est ça. OK. Dans les suppléments, il y a. Je sais pas si. T'as d'autres choses, Martin? Écoute, vas-y Oui. fort, là. D'un supplément, il y a une piste de commentaires avec l'acteur qui fait Christopher Pike, Anson Mount. Je ne serais jamais capable de me souvenir Anson Mount, ouais. de ce nom-là. Là. Puis un des créateurs de la série. Puis c'est vraiment. À un moment donné, il parle même plus de qu'est-ce qu'il y a à l'écran. Il parle de comment il se sentait sur le plateau. OK. C'est vraiment personnalisé. Là. OK. Il y a World Building, les écrans LED là, qu'on parlait tantôt. OK, pour l'environnement, ouais. Pines Peak, c'est vraiment. Pikes Peak. Pikes Peak, OK. C'est vraiment, il se promène avec son téléphone cellulaire. C'est ce que tu parlais. Ça, là, c'est vraiment mon meilleur à date. Là. Je n'ai déjà vu dans Discovery des montages de téléphones cellulaires, puis je n'avais pas trouvé ça le fun. Mais ce gars-là, il sait faire un show, puis il sait niaiser, puis il met son OK. téléphone, puis il parle à quelqu'un. Puis la personne ne savait pas que le téléphone il était là, puis ça fait vraiment. Fait que le gars, il a non seulement du crédit en tant qu'acteur, mais j'imagine qu'il monte le potentiel de créativité et de réalisation pour peut-être des projets à venir. Là. C'est ça. Puis il y a Exploring New World qui montre, qui fait le tour des personnages. là. OK. C'est très, très standard, très, très sec comme. Tel personnage vient de telle place. C'est un peu une zone de micro-bio. Là. C'est ça. Puis là, les acteurs disent ah, moi j'ai essayé de faire ça, mais c'est tellement sec comme présentation. C'est juste pour mieux connaître les personnages en profondeur. Là. OK, Mais OK. gars, si tu as écouté la série, tu le sais tout. Là. C'est pas nouveau. Là. Ça serait peut-être à regarder avant la série, mais en même temps, c'est plein de bloopers. Là. Je m'en allais te poser la question. D'après toi, c'est-tu le mieux de regarder les suppléments avant de regarder les épisodes de la série ou après? Après. Après, ouais. Puis après, c'est intéressant, mais le Exploring New World, c'est parce qu'il n'y a rien de nouveau après avoir écouté la Tu série. viens de le regarder, ouais. C'est ça. OK. Puis ils ont mis un épisode remastered de la série originale, The Balance of Terror. Là, Ça, c'est que je avec parlais. Shatner, Avec Namor. Shatner. OK. C'est ça, mais en HD. OK. Avec. Toi, t'as dû triper voir ça. Parce que je l'avais déjà vu dans des anciens coffrets Blu-ray. Là. OK, il avait déjà, OK. C'est ça, c'est la même. C'est une copie. C'est pas en 4K. Là, Et pourquoi qu'il aurait mis cet épisode-là en spécifique? parce que un des épisodes, A Quality of Mercy, c'est un remake vraiment là, de OK, Balance of OK. Terror. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment plate qu'ils ne mettent pas de cage ou de ménagerie pour voir l'évolution entre le pilote original. Mais Ça sera peut-être dans dans le saison coffre. 2. C'est ça, c'est ça. On pense pareil, là. C'est ça. Puis c'était vraiment mon. Quand j'ai vu ça, pourquoi? Mais quand je regardais l'épisode, je dis ben, c'est du copier-coller, là. C'est comme tu disais, prendre un des bons épisodes, puis les rendre. Ben, c'est ce qu'ils ont fait avec la part des grosses propriétés intellectuelles. Ils se recyclent en utilisant le matériel. Ça marche pas tout le temps. Moi, j'avais aimé ce qu'ils avaient fait avec Into Darkness, avec Khan, où est-ce que c'est une nouvelle twist, puis là, on inversait les rôles de ce qui meurt, qui vit, comment ça se termine. Mais ça marche pas pour tout le monde, puis des fois, ça marche, mais ça marche.
j'essaie de dire, c'est pas parce que c'est bien fait que c'est tout le monde qui va apprécier. Et des fois, c'est mal fait, puis il y a du monde qui va quand même dire, c'est le fun d'avoir un point de vue différent. Fait que, il y en a pour tout là-dedans, puis l'idée de base, elle est pas nouvelle, mais c'est bien qu'ils le fassent au moins une fois. Puis j'imagine que ça, ils peuvent évoluer là-dessus, la saison 2, saison 3. Ouais. Parce que la saison 2 sort la première épisode est sorti la semaine passée. Parlant de plus, c'est ça? Non, sur Crave, au Canada. OK, mais Parlant de plus, ils l'ont, je pense aussi. Ils l'ont, mais c'est Bell, ils ont une association avec Paramount pour diffuser Star Trek. Fait que si t'as Crave, tu l'as. Si t'as Paramount Plus au Canada, tu l'as pas. C'est une exclusivité Crave. OK. Paramount Plus au Canada, ça vaut pas la peine d'avoir ça. C'est pas... tout ce qui est Star Trek est coupé parce que c'est Crave qui a l'exclusivité canadienne de ça. Fait que les épisodes, ils sortent... aussitôt qu'ils sortent sur Paramount, ils sortent sur Crave. Crave a carrément gobé ce que Space était il y a quelques années pour le Canada. C'est ça. OK. Bon. Ça passe sur Space, mais il y a des banners un pied d'eau à l'écran, puis tu vois rien. Fait que c'était une raison que je m'inscris à Crave pour voir Star Trek de mur à mur. Je vais te dire de quoi, là. J'ai été abonné à Paramount Plus parce que moi, j'aime je peux me le permettre. Fait que je me disais, si je suis abonné à Crave, Prime, Disney Plus. Apple TV. Non, j'ai pas Apple TV. J'ai ça, j'ai pas Paramount. Comment faisais ça? Non, je suis pas un mouton, moi. Non. Mais j'étais abonné à Paramount Plus, mais finalement, je me rendais compte qu'avec Cinemaniacs, Paramount m'envoie tout le contenu à Média Physique. Fait que là, j'étais comme, j'ai pas le temps de voir ce qui est en streaming parce que je l'ai par la poste directement chez nous, puis d'après moi, en petite meilleure qualité vu que c'est en Média Physique. La seule raison... Je me suis désabonné, mais je suis resté abonné. Peut-être que là, si quelqu'un le voit, il va peut-être me couper, mais je suis désabonné, j'ai plus de paiement, puis même il essaie de me reconvaincre en m'offrant des rabais moitié prix pour la première année, puis tout. Mais j'ai encore accès par Prime. Okay. C'est ça. Fait que quand je rentre par Amazon Prime, tu as un onglet Paramount Plus, je rentre par là et je suis encore connecté. C'est comme si, je sais pas si c'est de même, mais c'est comme si le stagiaire qui travaille au bureau de Paramount Plus, il m'a coupé direct, mais il a oublié le lien. L'autre lien. Le lien Prime. Fait qu'il faut pas que je me désabonne d'Amazon Prime parce que je perds les deux d'une mais sur Paramount Prime, la seule affaire que j'ai vue, c'est... Attends, Paramount Prime ou Paramount... Paramount Prime Plus. Une nouvelle chaîne, ça? Une nouvelle chaîne. La seule affaire que j'ai vue qui pourrait m'intéresser, c'est Halo. Ah, même pas. Même pas. Moi, je l'ai reçu, j'ai pas été capable de finir la saison 1. Oh, wow. Ouais, puis pourtant, je me suis donné, j'ai écouté 2 premiers épisodes, puis je fait non. Le problème avec Halo, puis là, c'est vraiment une petite parenthèse, mais c'est que ça fait tellement longtemps que la propriété intellectuelle existe en jeu vidéo qu'on s'est tout fait une idée de ce qu'on voulait voir là-dedans, puis c'est pas ça pantoute qui monte là-dedans. C'est vraiment pas. Fait que, ouais. Pour Star Trek, Strange New Worlds, autre chose à rajouter? Oui, on va parler les différences 4K. On est rendu là. C'est ça surtout, parce qu'on a déjà parlé du Blu-ray, là, le 4K. Ça vaut-tu la peine? Moi, le 4K, fan de Star Trek, là, fan du visuel qu'ils sont capables d'aller chercher parce que la propriété de Star Trek, ils ont toujours essayé de faire le petit détail, le grain de bois, tout ça, comme dans Picard saison 3. OK. Ils ont reconstruit l'Enterprise parce que les sets n'existaient plus. Là. Puis le gars qui a construit l'Enterprise D. L'Enterprise D, oui. Qui a reconstruit l'arc de bois derrière, là, il est allé chercher des photos pour avoir le grain de bois qu'on ne verra pas à l'écran. Mais ils ont été chercher ce détail-là. OK. Fait que voyons. Tu faire des rayures dans le bois. Dans le bois, là. Fait que si tu regardes des vieux épisodes de la meilleure qualité possible, puis tu regardes le détail de l'arc qui est en arrière des bancs principaux, c'est les mêmes rayures qu'on va retrouver là. Oh, ouais! Ouais. Fait que, Paramount, CBS, pour ce qui est de Paramount, de Star Trek, aime les détails parce que les gens les regardent. Ce qui se passe à l'écran, tout le monde... quand tu dis que les fans sont capables de dire c'est le nom du OS de l'Enterprise D, là, c'est Elcar, là,
C'est parce que le monde regarde les détails. Fait qu'ils veulent pas se faire prendre parce qu'il y a beaucoup de précédents. Là. C'est un peu comme dire sur une tasse à café que le liquide est chaud parce qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit hey, il est chaud ton café. Là. C'est ça. Ben, ils veulent pas se faire prendre dans une convention pour dire excusez monsieur, vous êtes sur l'Enterprise Day, mais le bois en arrière, il n'est pas la même ligne que dans l'Enterprise Day de la série originale. C'est ça ici. C'est ça. Parce qu'ils savent que ça va arriver sans ça. Il y a beaucoup de fans qui ont chialé contre Strange New World pour dire ah, ils ont des écrans LCD, il n'y en avait pas dans la série originale. Il y a côté technologie, côté futuristique, là, gars, on peut-tu en laisser passer? Ouais, là? prends-en puis laisse-en. Ouais, c'est parce que si tu mets des panneaux de bois avec des trous, là, ça ne marchera pas. Là. C'est ça. Fait que pour revenir au 4K, c'est une série qui a été vraiment tournée en 4K avec déjà au tournage de l'information pour le HDR. C'est, OK? puis, contrairement à Picard qui a été tourné en 4K, voyons en 2K, le Strange New World, il est natif en 4K, la production en 4K, puis si vous allez remarquer en l'écoutant, il y a des lignes noires en bas et en haut. Il est en super widescreen. Là. Il est en 2,39 par 1 au lieu de 185 par 1. C'est une version plus encore cinématographique. Oui, le feel cinéma est là dans chaque pixel. J'ai écouté avec toi, j'ai pas écouté. J'avoue, là, je manque de temps pour consommer tout ce qu'on m'envoie. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tantôt, on faisait un test pour ton disque 2, puis tu vas peut-être en parler si tu veux, là, mais le visuel, l'immersion de cette série-là, tout en 4K, on voyait tous les petits détails, le matériel, les lignes dans le tissu, les rayures là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est beau, c'est incroyable. Je pense que c'est plus beau visuellement que les derniers films du Kelvin Timeline, là, qui sont quand même récents visuellement, avec gros budget. Là, c'est juste la pureté. Tu as l'impression vraiment de voir authentiquement de quoi devant toi. Tu peux presque sentir le matériel, les décors. Puis il y a une qualité de travail exceptionnelle qui est mise à l'écran parce que tu n'as pas l'impression de voir du carton puis des vêtements cheap cousus vite. Là. Tout est vraiment beau, bien présenté puis bien fini. Les maquillages, tout est beau. Là. Puis les gens qui ont travaillé sur cette série-là, c'est les mêmes gens qui ont travaillé sur le Kelvin Timeline. OK, les 3 films. C'est ça, mais ils ont fait consciemment que c'est moins lumineux, c'est un petit peu flou dans les arrière-plans. Tu m'en parlais de ça, c'est vrai. Pour faire un look, le look années 60 de Star Trek, la série originale. Les costumes, en Blu-ray, les costumes étaient vraiment beaux, mais sont une coche encore plus beaux. Sont en HDR. Puis c'est sur le disque, si vous avez la chance d'avoir un moniteur qui est Dolby Vision, il supporte aussi Dolby Vision. OK. Fait que les scènes plus sombres sont plus claires. Si vous avez une télé OLED Dolby Vision, vous allez triper les yeux, ça va être du bonbon pour les yeux. Puis en même temps, la saison 1, du début à la fin, c'est une très bonne saison. C'est une très bonne saison. Puis pour de la TV, là, c'est wow. Ouais. C'est très... De plus en plus, la TV est en train d'aller chercher de la qualité cinéma, là. Maladorienne, là, c'est très cinéma. Puis, oui. Il y a juste des fois, à un moment donné, tu te rends compte qu'ils ont les idées plus grandes que la pensée, en voulant dire. Des fois, tu parlais tantôt du décor avec les écrans OLED. Des fois, des situations qu'on voit, là, je parle pas juste de Star Trek, mais ceux qui utilisent cette technologie-là, tu comprends que il aurait peut-être dû aller dehors. Parce que là, tu as l'impression de voir une personne qui est prise dans un environnement qui est immense, mais qui ne peut pas bouger dedans. Il y a une boîte de carton là. La boîte de carton est là. Il peut juste en faire le tour. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a beaucoup de ça. Puis là, j'ai pas remarqué parce que j'ai pas écouté Strange New Worlds, mais je vais le regarder. J'ai reçu le 4K. Puis là, je ne sais plus quoi faire avec mon boîtier Blu-ray. C'est ça le problème. Ça, c'est peut-être l'affaire bizarre. Hein? Ils ont sorti le DVD Blu-ray en même temps. Puis comme 2-3 mois après. C'est ça. J'ai bizarre, les dates ça. ici. La version DVD Blu-ray, c'est 21 mars. Puis la version 4K, c'est le 16 mai. 2 mois après. 2 mois après, c'est comme... Pourquoi? Il était pas sorti de la presse ou il y avait un line-up à production? Ou c'est un test market avec les DVD Blu-ray. Ils disaient, OK, il en vend assez, fait que ça vaut la peine de mettre l'argent pour la production de masse du format 4K, parce que je sais que c'est très, très, très dispendieux par rapport au format DVD, surtout, là, puis même au Blu-ray. Mais si je me rappelle bien, j'avais vu les chiffres, puis ils parlent d'un coût de production 10 fois plus élevé qu'un DVD.
pour chaque disque OK. 4K. OK. Ouais. Tandis qu'un Blu-ray, lui, va représenter peut-être 4 fois seulement la production d'un DVD. Blu-ray, ça fait quoi? 10 ans? Ah, plus que ça, bien. Plus que ça. Ouais, ouais. Les Blu-ray, appareils, on parle de 2006-2007. c'est ça, les appareils de production, tu sais, on voit la même courbe que DVD, ça coûtait plus rien à faire, puis Blu-ray, ça coûtait de quoi? Ouais. Là, tu peux avoir des Blu-ray à 4 piastres, là. Ouais, non, c'est pour ça aussi que dans les parts du marché, le DVD est encore plus que la moitié des parts du marché de vente, parce que ça coûte rien à faire comparé au Blu-ray et surtout les 4K. Mais je pense que pour le cinéphile, pour le fan de séries comme Star Trek ou ces choses-là, si vous êtes capable de t'équiper en lecteur 4K, c'est ça que tu as un lecteur 4K, on va en venir justement à ton deuxième disque. Ouais. Là. Lecteur 4K avec une télé. Écoutez, j'ai pas une télé OLED parce que j'étais dans une situation où il fallait que visite une télé. J'ai acheté une télé de base, je pense que c'est une 120 Hz 4K 65 pouces. Elle fait très bien le travail, mais lorsque je vais, comme tout le monde, attendre en ligne pour mes verres de contact chez Costco, je vois les écrans en arrière qui m'écœurent. C'est là pour ça. Ouais, puis ils disent, hey, ça te tente de dépenser 3-4 000 $ pour une télé OLED? Puis tu fais comme, oui, ça me tente. Mais si vous avez la chance d'avoir une télé OLED ou du micro OLED, il y en a tellement de sortes, là. Et puis d'avoir un lecteur 4K. Maintenant, c'est des TV OLED avec des pixels illuminés par elles-mêmes au lieu que ce soit des panneaux de... C'est comme un fil optique avec plusieurs fils optiques dans le fil optique. C'est C'est hallucinant. Si vous êtes capable d'avoir ça, ben, moi, je pense que tu n'as pas le choix vraiment. Tu investis dans le 4K, tu n'achètes plus du DVD, parce que nous, tu vas juste voir du grain. Pas du grain, mais de la pixelisation. Là. C'est ça. Mais cette série-là, je pense qu'on peut facilement recommander ça pour cinéphiles, amateurs de Star Trek. On dit-tu Star Trek, Trekkers ou Trekkies? Ben moi, j'aime bien Trekkies. Trekker, ça sonne comme Trucker, mais... C'est vrai. Il y a quelque chose que moi, je veux souligner. Là, ouais, vas-y. j'ai fait quelques petites recherches pour voir comment que c'était sur Paramount Plus, la diffusion. Là. Puis, il était diffusé en Dolby Atmos avec le son qui peut être placé dans l'espace selon le nombre de parleurs que tu as. Oui, parce que le son, des fois, il est projeté au plafond puis il redescend. Là. C'est ça. Ouais. Alors ça, c'est le fun. J'ai pas ça encore. Mais sur le disque Blu-ray 4K, c'est la même piste DTS HD Master Audio de base. Il n'y a pas d'Atmos à nulle part. Fait que tu as cet avantage-là si tu as les films en 4K. La série en 4K, excuse-moi. C'est ça, mais tu l'as pas. Il l'avait en streaming. Du Dolby Atmos en streaming. Il l'avait en streaming, mais pas sur le disque. Ouais. C'est comme... C'est-tu parce qu'il était juste là pour coup de marketing? Ça dépend aussi peut-être de l'espace de stockage de disques qu'ils ont utilisé. Ça aurait pris 4 disques au lieu de 3 disques. Non, mais il y a des disques... oui, il y aurait eu ça, mais je sais qu'il y a des disques... Là, je me rappelle plus c'est quoi le terme, mais exemple, Disney pour Avatar... Eux ont utilisé les disques de 100 gigs de stockage, tandis que ces disques-là, 4K que l'on a là, c'est peut-être je pense que c'est 60 ou 40 gigs de stockage. C'est ça, c'est un layer, une couche au lieu de 2 couches. Fait qu'ils ne peuvent pas mettre autant de Dolby, Atmos, HDR10, Dolby Vision, toutes ces choses-là. Ça prend de la place, en plus de la qualité visuelle. Fait que c'est un choix à un moment donné qu'il faut qu'ils fassent. Puis peut-être que pour produire en masse le coffret de saison 1 en 4K, ben, ils ont dû faire des compromis, dire on ne pourra pas mettre ça, tandis qu'en streaming, on ne maximise pas le visuel, mais on peut rajouter ça parce que l'audio prend moins d'espace que le vidéo. C'est un peu ça. C'est des choix qu'ils font. Là. Anglais, français, allemand. OK. Sur le disque. Pareil, côté son, c'est pareil comme le Blu-ray. OK. Donc, puis l'image est vraiment, vraiment, vraiment belle. Là. C'est, dans l'intro, quand on voit le vaisseau passer, en Blu-ray, c'est gris. En DVD, c'est gris. En Blu-ray, tu vois comme des panneaux de métal. Des panneaux de céramique. On dirait que c'est des panneaux de céramique. C'est ça. Puis en 4K, tu vois le petit détail sur le panneau de céramique, là, qu'il y a des petites bosses. Puis tout ça. Fait que c'est là qu'on... Si on aime le détail, là, let's go. Puis c'est vraiment, vraiment... les décors sont beaux. Puis tout ce qui est technologique. Les effets spéciaux aussi. La salle des machines, on dirait que c'est une caverne, là, tellement que c'est gros à cause des écrans LED qu'ils ont mis dans le fond. Là. Mais ça donne une profondeur là, que tu ne sens pas dans les autres salles de machines, comme la Enterprise D. Là. C'est un bureau avec 4 écrans. Là. Ouais. Puis en même temps aussi, ça doit faire différent de la salle des machines
De la série originale. Non, oui, surtout ça, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas comprendre où je m'en vais. La distillerie de Anheuser-Busch qu'ils ont utilisé pour les films du Kelvin Timeline, où est-ce que tu fais comme, OK, ils sont dans l'Enterprise, mais pourquoi tout ressemble à des bidons de bière? Ça? C'est une distillerie qu'ils ont utilisé et qui ont mis des effets pour mettre différents, mais au moins, ceux-là, là, ils peuvent y aller à fond avec les écrans OLED. Ouais. Okay. Tu vois leur poste de travail, puis tu vois dans le fond la profondeur, puis tu vois le monde qui travaille dans le bas. Puis, on est rendu. On est gâtés. On est gâtés. C'est qualité cinéma à TV. Ouais. Même que ça en est rendu dur. Surtout qu'il y a tellement de monde qui chiale pour n'importe quoi à cette heure et tout le monde est une critique. Puis là, je dis ça, on en fait, mais on essaie peut-être plus d'aimer quelque chose que juste de chialer contre. La seule chose qu'on chiale ici, c'est Dune. Le reste, on ne chiale pas. Mais ça, tu m'amènes quelque chose. Oui. Discovery, c'est ce qui m'a arraché la peau tout le long. C'était chaque épisode essayait de pousser un agenda quelconque. Ouais, le wokeness qu'on appelle, l'ère moderne du woke. Dans la série Strange New World, il n'y a pas de ça. Puis c'est l'agenda, c'est chacun des personnages qui l'a. Puis c'est pas la série qui essaie de pousser. C'est surtout que, ça, je n'invente rien, je l'ai entendu quelque part dans une autre personne qui fait des critiques sur les affaires de Star Trek. Je pense que c'était Red Letter Media, je ne sais pas si tu les connais, ils sont très très forts du côté critique de Star Trek, Star Wars, cette affaire-là. Ils en connaissent en sacrifice là-dessus. Puis, au pire, je t'enverrai le lien, Red Letter Media. Puis, ce qu'il disait, c'est que à la base, tu comprends que c'est fictif, cette série-là. Ils n'ont pas vraiment pris du monde dans un vaisseau vraiment fabriqué dans l'espace pour tourner avec des caméras. Là. On sait ça. Sauf qu'il y a une constante en arrière, tu dis, si ça existerait pour de vrai, je pense que ça ne serait pas un agenda politique avec du monde qui n'a pas d'expérience qui serait mis en place. Ça serait les meilleurs des meilleurs. Ça a l'air con à dire, mais ce serait le meilleur ingénieur qui serait là. Ça serait pas le gars que son chum l'a mis là, whatever. Ça serait pas le gars tu sais, comment dire, pas un sous-traitant, mais tu sais, quand tu fais une demande, une soumission, là, puis le plus bas de. Comment on dit ça? Plus bas soumissionnaire. C'est ça, c'est pas le plus bas soumissionnaire qui va construire l'Enterprise. Je veux dire, à quelque part, tu as besoin du meilleur, puis le staff, ça va être les meilleurs qui vont être placés en place. Puis j'ai entendu beaucoup de personnes parler contre Discovery à cause de ça, qui mettaient à l'avant les agendas politiques, wokeness, cette affaire-là, au détriment de la crédibilité d'avoir des personnages qui seraient efficaces dans leur poste dans un univers de Star Trek. C'est ce que j'ai pu comprendre. Là, on débarque. Là, on revient on embarque sur d'autres choses, là, mais c'est l'impression que j'ai eue. C'est pour ça que j'ai pas embarqué du tout sur Discovery, parce que tout ce que je regardais en tant que critique sur cette série-là m'ont repoussé, comme tu disais. Là. Toi, tu l'as regardé, là. Oui, je l'ai regardé, puis comme je te disais, c'est quand ils sont rendus dans le futur du futur, là, on n'a plus rien à dire, là. C'est le futur du futur qu'on n'a jamais vu. Fait que là, j'ai rembarqué. Mais c'est une des affaires que les gens reprochent à Strange New World, c'est que des fois, ils ne respectent pas le canon. Exemple, comme je te disais, les Vulcains qui s'embrassent dans la rue, les Vulcains qu'on a connus de tout, c'est des choses qui se font pas, c'est leur historique. Leur façon d'agir. Là, tu changes des traits de caractère d'une race. C'est ça, on ne montre pas nos émotions. Puis là, ils s'embrassent dans la rue, c'est une démonstration publique de quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. Ouais. Puis, fait que c'est des petites affaires de même que les gens accrochent, mais regarde, moi, ça passe, c'est très, très divertissant. Je suis toujours ouvert à la création de certains nouveaux concepts ou d'ajouter de quoi de nouveau à de quoi qui est déjà établi, tant que tu ne changes pas la nature de ce qui est soit la race, l'environnement, les traits de caractère d'un personnage ou d'une société ou d'un. Tu comprends ce que je veux dire? Mais une chose qu'ils ont gardé, c'est les Klingons, ils boivent du blood wine, puis Spock arrive et dit « OK, je vais participer avec vous autres. » Hein? Un Vulcain qui fait ça, puis là, quelqu'un dit « Ah, c'est pas un Vulcain ordinaire. » « OK, tiens, blood wine 2 fois, vas-y! » OK, je suis vraiment pas au courant de ce que tu parles. Du blood wine, c'est quoi ça? C'est un genre, c'est la boisson préférée des Klingons. OK. C'est comme du vin bien épais. Fait que c'est
sens. Non, il boit ça, puis c'est le party des Klingons. Après, qu'ils soient victorieux, OK. on boit ça, puis au baril. Tu sais, parce que moi, de l'univers de Star Trek, j'ai tout le temps compris que le produit illicite qui est le plus... le Romulan Hill. le Romulan Hill, la bière romulanaise, c'est ça. C'était l'élément qui mettait tout le temps comme la boisson que, hey, tu devrais pas avoir ça. T'es bleu, tu devrais pas avoir ça. C'est ça. OK, correct. Mais ça, le Blood Vulcan, Christian, alors, je suis rendu à 49 ans. Blood J'ai jamais Wine. entendu ça. OK, Blood Wine. Ben écoute, c'est une affaire à rajouter dans ma mémoire. Blood Wine, je ne savais pas. Puis pourtant, oui, je me rappelle très bien qu'on voit souvent des Klingons boire, puis tout. Il y en a même un dans Star Trek Final Frontier, là, tu sais, le gros là, qui est sur... c'est quoi, c'est Genesis 2, de quoi de même, la planète... C'est ça qui boit. C'est ça, il boit. OK, parfait. Bon, ben écoute. OK. Autre chose à rajouter? Non, c'est beau. Tout J'ai est hâte beau? la prochaine saison. J'ai commencé à écouter le premier épisode, puis dès en partant, on voit Spock devenir Spock. Ah, ben oui, il veut pas, il va falloir qu'il se C'est par ça. là. Prendre son côté humain un petit peu pour contourner des choses. Ouais, comment il dit ça des fois? C'est pas un mensonge, c'est une Une distorsion distorsion de la réalité. de la réalité. Là, dans cet épisode-là, il dit vous pouvez fier sur le fait que les Vulcains ne sont pas des menteurs. Puis la personne répond, elle dit ouais, mais t'es un très mauvais Vulcain. Puis là, je te dis la vérité. OK, parfait. Merci beaucoup, Martin. Fait que oui, on vous recommande Star Trek Strange New Worlds en édition 4K, la saison 1. La saison 2 est disponible au Canada sur Crave, en Amérique du Nord sur Paramount Plus, d'une façon ou d'une autre. Puis ailleurs, j'imagine qu'il y a des licences qui ont été attribuées sur différentes chaînes numériques, que ce soit. Là. Je crois que partout ailleurs que États-Unis et Canada, que c'est sur Netflix. C'est ce que je m'allais dire, j'ai cette impression-là. Fait que, écoutez, peu importe où vous nous regardez dans le monde, s'il y a du monde qui nous regarde, bonjour en passant. Puis, oui, Bonjour. vraiment cool. Puis, la médiaphysique, ça reste pour moi le format de choix pour consommer quoi que ce soit télévisuellement, que ce soit des films, séries. Je recommande toujours en premier le média physique. Comme ça, vous ne vous faites pas arnaquer par rapport au fait que lorsque vous avez un titre, il disparaît de l'inventaire de votre chaîne numérique pour aller ailleurs. Vous l'avez chez vous, c'est à vous. Vous pouvez le regarder quand vous voulez, avec la meilleure capacité visuelle et auditive possible dans le format que vous avez acheté. Le meilleur format présentement, en 2023, c'est le 4K Ultra Parce que HD. si vous nous écoutez en 2025, là, Ouais, ça se peut dire que c'est quoi qui passe ta vie à faire ça? Merci, Martin. Ben, c'est un plaisir. Merci. Bonne journée, bonne semaine. Faut le dire, hein? Longue vie, prospérité. Au revoir à tous. Bye bye.